Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous pour commenter l'actualité. On est en forme aujourd'hui, le 24 décembre. On attend le réveillon avec impatience. Ils sont là pour commenter l'actualité de cette année écoulée, leurs coups de cœur, leur personnalité de l'année, la meilleure, la pire. Et puis 2021, quelques mots. Jérôme Ripoul, bonjour, directeur associé de l'agence Confluence. Et vous êtes également coprésident d'Opinion Valais. Bonjour Valérie. Bonjour, Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Luc Benamias, membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental. Et vous êtes à Marseille. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve tous les mardis matins pour l'édito politique sur Sud Radio. Et puis Régis de Castelnau. Vous êtes quelque part en France, avocat. Votre Paris. blog Vue du droit. Bon, vous êtes à Paris. Et membre de la rédaction de Front Populaire. Ça va, vous n'avez pas eu le Covid votre patron vous l'a pas refilé? Non. C'est à moi que vous parlez, Valérie? Oui, mais non, mais je suis très prudent, si vous voulez. Moi, j'ai été surpris par le premier confinement en Provence. Je suis revenu un jour à Paris depuis. C'est tout. Et donc là, c'est mon grand retour, mais je repars après-demain. Je suis extrêmement prudent parce que je suis, effectivement, je suis personnaliste parce que je suis pas vraiment maigre, voyez-vous. Hein, et puis j'ai l'âge qui permet. Donc, non, ça va. C'est pour vous ça que je vais attention. me faire... et puis je vais me faire vacciner dès que possible. Même si je suis cobaye, ça fait rien. Je trouve que les boomers en ont assez profité comme ça. Aujourd'hui, moi, je vois mes enfants, c'est dur pour eux. Hein, et donc, si on peut trouver la solution qui leur permette de reprendre une vie normale et avec plus de perspectives, je trouverais ça bien. Allez, vos coups de cœur de l'année, vos coups de gueule de l'année. Jérôme Ripoul, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur? Ah oui, c'est un coup de cœur pour un personnage qui a été un peu oublié, mais qu'il faut remettre au devant de la scène. C'est Bernard Barateau. Bernard Barateau, c'est l'ancien président du Téléthon. C'est un personnage haut en couleur qui, dans les années 80, se dit que la génétique va changer les choses et qui lance le Téléthon, d'une part, et puis qui, en 1990, lance le Génopole. Donc, à Évry, il a compris que la génétique allait être centrale pour résoudre les problématiques thérapeutiques et donc il a créé le Génopole, un centre de génétique. Alors, pourquoi aujourd'hui je le mets à l'honneur? Parce que le vaccin que Pfizer va sortir et que Régis de Castelnau va bientôt utiliser, c'est un vaccin qui est fait grâce à l'ARN messager. Et c'est donc tous les travaux qui ont été faits par divers laboratoires, mais aussi celui de Généton et du Génopole, qui a pu être produit ce nouveau vaccin. Il faut savoir une chose, enfin, c'est que Alain Fischer, qui s'occupe du vaccin, est aussi le père de l'enfant bulle, enfin celui qui s'est occupé de faire une thérapie génique sur l'enfant bulle et qui a sauvé des enfants bulles. Donc voilà, et c'est grâce à Barateau que j'ai connu Alain Fischer. Donc tout ça fait que j'avais envie de mettre Bernard Barateau aujourd'hui à l'honneur. Voilà, pour dire que voilà, le Téléthon, ça a servi. Valérie, vous aviez entendu mon coup de gueule quand j'avais reçu ce feed d'avant par quelques auditeurs, mais qui m'avaient profondément. Moi, je pique, vous savez, je suis une méditerranéenne, donc je prends la mouche assez vite. Et des gens qui disaient c'est Big Pharma, ça sert à rien, etc. Ben voilà, si ça a servi à quelque chose. Ça a servi quelque chose. Régis, alors, je voudrais dire juste un petit quelque chose. Merci, Jérôme, parce que ça me touche beaucoup. Non, mais ça me rappelle quelque chose. J'ai, en tant qu'avocat d'exercice à l'époque, j'ai fait toute l'ingénierie juridique du groupement d'intérêt public Génopole. Hein, ça reste un souvenir. Et alors, je trouve que me faire vacciner et que ça me sauve la vie, ce serait un juste retour des choses. Voilà. Très bien. Hein, mais Virginie, c'était extraordinaire. Virginie Leguet, il n'était pas maigre, hein, Jérôme. Hein, non, c'est vrai. Mais il va bien. Il est en Dordogne, en retraite. Virginie Leguet, votre coup de cœur de l'année? Alors, mon coup de cœur, ça a été une découverte, une jeune femme dont j'ignorais jusqu'à l'existence, qui s'appelle Lison Daniel, et qui a créé des personnages sous le nom de caractères qu'elle a déclinés au fur et à mesure du premier confinement, de la suite et du deuxième confinement, et qui sont tous plus désopilants les uns que les autres. Je vous incite à les regarder. Il y a la bourgeoise, il y a le coach sportif, il y a le psychanalyste, et elle les a filmés avec un effet spécial déformant
éléments du visage. Donc chaque fois, son visage est différent. Elle est d'ailleurs méconnaissable parce que dans la réalité, elle est extrêmement jolie. Et là, franchement, selon les caractères, elle peut être affreuse. Ouais. Mais les textes sont extrêmement drôles. D'ailleurs, ça a eu un succès viral formidable, non seulement auprès de la jeunesse, parce que je crois qu'elle a une trentaine d'années, mais auprès de tout un tas de gens. Et moi, je la remercie de toutes les occasions qu'elle m'a données de rire aux éclats. Alors, redites son nom. Lison Daniel et les personnages qu'elle a inventés et écrits jour après jour s'appellent les caractères. Et franchement, vous les trouvez partout. Ils sont extrêmement viraux sur les réseaux sociaux. Alors, et évidemment, elle n'a travaillé que sur les réseaux sociaux puisqu'elle a profité de cette année où tout le monde était confiné. Mais il y a des gens qui se sont fait connaître comme ça, hein, grâce. Il y a eu des effets positifs entre guillemets à ce confinement. Jean-Luc Benamias. J'ai eu du mal. Vous avez du mal à trouver un coup de cœur? Bon alors. Mais j'ai trouvé. Ça va de pair d'ailleurs peu ou prou avec le Téléthon. Le coup de cœur, c'est pour Nagui. Ouais. Nagui, qui est indispensable à France 2, c'est le moins qu'on puisse dire, il est partout. Ouais. N'oublions pas les paroles, taratata. Alors, ce qui est bien avec Nagui, c'est qu'il est toujours souriant, il est aimable. Et puis, par ailleurs, il a fait travailler un nombre de gens dans le monde de la culture absolument énorme pendant cette année, ce qui n'était pas le cas de tous les hommes, de toutes les personnalités de la culture. Voilà. Non, mais c'est surtout, puis c'est quelqu'un d'engagé. Si on veut faire le lien avec Jérôme Ripoul et ce que disait Régis, c'est que c'est un homme engagé, ce qu'on sait peut-être moins. Enfin, là, on a entendu des campagnes pour la prévention du cancer. Il est extrêmement impliqué dans des causes humaines, humanitaires. Il n'arrête jamais pendant ses émissions de faire de dire telle association, tel combat, tel combat. Donc en clair, Jean-Luc, tu nous fais un pronostic. Après Jacques Martin, après Michel Drucker, on a trouvé le successeur, c'est Nagui. Il est sympa, il est souriant, il est positif. C'est pas un pronostic, Jérôme. Quand tu regardes le nombre de prime time que fait Nagui maintenant sur France 2, c'est énorme. Il est très engagé dans la bonne humeur, ce qui est pas si fréquent. Régis de Castelnau, un coup de cœur. Il y en a eu un au moins cette année? Oui, alors, j'ai hésité entre faire un coup de cœur ou faire une personnalité. Ouais. Donc là, on parle des coups de cœur. Oui, oui. Très bien. Alors, mais ça peut être une personnalité, hein. Ça peut. Je vais changer avec la personnalité. Je vais changer avec la personnalité. Ça va être le coup de cœur. C'est pour François Dessay. Qui est François Dessay? C'est un linguiste qui travaille en Iran et qui vient de déchiffrer la première écriture humaine. C'est fabuleux. Hein, c'est l'élamites linéaire. Parce qu'en fait, il y a eu le cunéiforme et l'élamites qui étaient à peu près contemporains. Il semble que les lamites soient plus anciens. Et donc, à la différence de Champollion, qui lui avait la pierre de Rosette avec le texte en hiéroglyphe, en copte et en grec, lui, il n'avait rien. Et il a découvert. C'est absolument extraordinaire. Je veux dire, sur la communauté scientifique est prosternée devant lui. Le problème, et je voudrais que Sud Radio se saisisse de ça, c'est qu'on ne sait pas comment il a fait. Ouais. Hein, donc ça, on nous le dit pas. Ouais. Il y aura des publications. Moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'il a pu déchiffrer à partir de rien, quoi. C'est uniquement par le raisonnement, par la science de la cryptographie, etc. Et c'est quelqu'un dont je pense qu'on devrait être fier. Je parle de la France. Vous parlez de la France. François Dessay. François Dessay. Donc c'est plutôt, oui, ça aurait pu être une personnalité, mais vous changerez votre personnalité puisqu'on va faire, voilà. Donc ça, c'était vos coups de cœur. Dans un instant, on va passer à vos coups de gueule de l'année, les personnalités qui pour vous ont marqué l'année, celles qui l'ont marqué en bien et celles qui l'ont marqué en moins bien. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Nous sommes le 24 décembre, l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur l'année bien difficile qui vient de se passer. On a eu des coups de cœur très éclectiques, très, très variés. On va passer à vos coups de gueule. Je pense que vous aurez eu beaucoup moins de mal à en trouver. Mais d'abord, non, j'ai oublié Alexis sur les coups de cœur. Pardon, Alexis. Alexis. Alors moi j'avais un coup de cœur, c'est un coup de cœur à tous les policiers dont on ne parle pas, à ceux qui nous protègent au quotidien, à ceux qui luttent contre le crime organisé, à ceux qui se font agresser, qui se font tuer, à ceux qui se suicident aussi parce qu'ils n'en peuvent plus,
à tous ceux-là qui ont choisi cette belle profession, pensant continuer leur rêve de gosse, d'être du bon côté, défendre la veuve et l'orphelin, à tous les policiers dont on ne parle pas. Ça m'étonne de vous qui avez été plutôt anti-flic. Non, justement, je ne suis pas anti-flic et je veux le redire à cette antenne. J'ai dénoncé les violences policières parce qu'elles me semblent être une atteinte grave au cadre de l'état de droit et qu'il fallait et à l'ensemble de la profession. Et à l'ensemble de la profession. Mais par contre, tous les autres policiers qui ont en gros sur la patate parce que c'est toute une profession maintenant qui se retrouve critiquée, qui se retrouve vilipendée alors qu'ils font un boulot exceptionnel pour la grande majorité, je crois que c'est important de leur dire merci parce que sans ça, on vivrait pas dans un monde aussi sûr qu'il est. Alors il est très peu sûr ce monde, avec beaucoup de terrorisme, beaucoup de virus, beaucoup de plein de choses. Mais juste pour mais de moins en moins sûr aussi, parce que toute la semaine qui a précédé, je crois que tous les jours j'ai annoncé, j'ai évoqué des faits divers et variés, plus ou moins violents, de policiers qui ont reçu des cocktails Molotov, de policiers qui se sont fait tabasser, des attaques directes. Donc voilà. Et c'est pour les petites filles et les petits garçons qui ont choisi ce métier, pensant que c'était un beau métier. Oui, c'est un beau métier. Donc qui gardent la foi et le courage et qui continuent à faire du bon boulot. Allez, les coups de gueule de l'année. Jérôme Ripoul. Oui, alors moi, c'est un coup de gueule qui est tourné vers une catégorie, une partie de l'État, c'est la technocratie, la bureaucratie. Voilà. Il se trouve que je relisais il n'y a pas très longtemps un livre de Pierre Rosanvallon qui a 40 ans, qui s'appelait La crise de l'État-providence. Et déjà à l'époque, Rosanvallon expliquait que la crise de l'État-providence, ça s'expliquait aussi par la bureaucratie. Et là, on a eu cette année 2020 un festival, un feu d'artifice de tout ce que peut produire de plus mauvais la technocratie, c'est-à-dire de la suradministration, de la déresponsabilisation, des normes à n'en plus finir, des interdictions incompréhensibles, des allers-retours, etc. Donc vraiment, ça a été l'année de la bureaucratie. Avec tout ça, avec des gens qui finalement prennent des décisions et sont jamais trouvables. Et alors moi, je voulais vous rappeler une chose pour finir mon coup de gueule, c'est dans un livre qui est paru récemment, il y a un propos d'un ancien ministre qui s'appelle Jacques Mézard, qui était à la cohésion des territoires, qui explique que quand il arrive au ministère, un haut fonctionnaire lui dit, voilà, bienvenue, nous sommes les meubles, vous êtes la poussière. Et les politiques passent. Voilà. Et bien, c'est ça, la technocratie, la haute fonction publique, c'est vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les politiques, c'est nous qui prenons les décisions. Et ça, c'est assez grave. Mais là où vous avez raison. C'est pour ça qu'on a envoyé à la tête de l'État un membre de la haute fonction publique d'État. Pas toi, Régis. C'est un collectif. Oui, mais c'est vrai que le Covid a quand même mis en relief cet état obèse, cet état impotent. On l'a souvent évoqué sur l'antenne de Sud Radio avec cet article qu'on a évoqué la semaine dernière dans Paris Match, où on est obligé de donner à une société extérieure, d'externaliser la gestion des risques du vaccin parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de le faire. Et puis sur les décisions qui ne suivent pas, des décisions qui sont annoncées par le président de la République. Et puis derrière, je l'évoquais encore une fois la semaine dernière, des restaurateurs qui n'ont pas touché le chômage partiel de leurs employés, qui vont se retrouver dans la merde en janvier. Je le redis, c'est un peu un coup de gueule que j'ai. Cet État qui aujourd'hui, l'État profond, qui a montré toute son impotence dans cette crise. Mais pardon Valérie, l'autre responsabilité de cet État profond qui prolifère, c'est le pouvoir politique qui n'a pas trouvé en lui depuis des années et des années les moyens de le contrôler, de l'endiguer, de le réformer et de le remettre d'aplomb. Il y a une double lâcheté. Il y a le pouvoir politique qui dit avant d'arriver au pouvoir, oh là là, vous allez voir ce que vous allez voir, et une fois qu'il est au pouvoir, il fait plus rien, et tout le monde fait corps ensemble. Mais Virginie, il a raison. Normal. Jean-Luc Benamias. Nous avons c'est les mêmes. Et l'école des mines. Qui sont dans toutes les administrations. Les politiques ne les dirigent pas, même si certains en sortent, même très nombreux sont. Les politiques sont dirigés par l'administration. Et comme le disait Régis, on a les éléments de la haute fonction publique qui trustent aujourd'hui les places politiques. Voilà. Bon, puisqu'on passe la parole, puisque Jérôme me passe la parole, allez-y. Tu la prends l'observation. Bon, débrouillez-vous tout seul. Une double observation. Premièrement, c'est l'irresponsabilité. Jérôme Salomon,
qui a été mais ne me prends pas mon coup de gueule, s'il te plaît, mon personnage. On va pas faire trop longtemps. J'ajoute, alors non, je mets Salomon de côté, mais Merci. Je me doute comment il va être traité, mais le gars qui était du Grand Est, là, qui a été viré, parce que je me rappelle plus très bien ce qu'il avait fait, eh bien, naturellement, le Conseil d'État a annulé le directeur de l'agence régionale de l'ARS, de santé. Le Conseil d'État qui est plein de hauts fonctionnaires qui vont dans les cabinets ministériels et qui passent leur temps, quand ils vont pas pantoufler d'ailleurs, ce que je trouve personnellement inadmissible. Mais la décision prise par le Conseil des ministres a été annulée. Ouais, donc il y a une autoprotection qui est vraiment préoccupante. Ouais, bon, on va pas, mais bon, on a compris. Puis ça rejoint un petit peu vos coups de gueule, Jean-Luc Benamias. Ça rejoint un peu ça. Oui, les autorisations de déplacement continuelles, contradictoires, complexes, dont on sait aujourd'hui, d'ailleurs maintenant, même sur les chaînes d'infos, tout le monde en parle, on peut se déplacer. Alors, on remplit, moi j'en ai plein les poches. Plus pour la journée, là, vous n'avez pas besoin pour la journée. Mais c'est pareil, ça revient au même. C'est-à-dire que c'est un système qui n'a pas de sens. Non. Quand les gens, après 20 heures, vont aller travailler, ils auraient l'autorisation patronale, l'autorisation de leur travail. Très bien, ça devrait suffire pour voir si les gens respectent le confinement. Ça n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, clairement, je le redis, pour se déplacer 3 heures par jour, on pouvait en faire 5 par jour, 6 par jour. Ouais. C'était totalement incohérent. C'est complètement absurde. Complètement absurde. Ça rejoint. D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder les motifs qui sont à cocher pour le déplacement en ce moment entre 20h et 6h du matin. C'est génial. C'est invraisemblable, c'est convocation judiciaire. Alors on se demande comment il peut se passer au milieu de la nuit une convocation judiciaire. Enfin, tout est comme ça. Je crois qu'ils ont photocopié les anciennes attestations et ils ont simplement mis au-dessus entre 20h et 6h. Voilà. Mais la moitié des choses, qui sont à côté, aller travailler n'a pas de sens. N'existe plus la nuit. Voilà, ils n'ont pas laissé l'école, Virginie. Mais les génératrices sur les smartphones, moi j'adore ça, les attestations. J'en ai fait 4-5 par jour. Oui, parce que ça vous donne l'heure, vous avez 2 clics à faire, puisque votre nom ressort et tout, elles sont auto-générées. J'en ai plein, mes captures d'écran, moi je dois en avoir 1000. Vous êtes encore plus moderne que Jean-Luc qui les avait dans sa poche. Bon, et j'ai jamais été contrôlé, c'est peut-être pour ça aussi. Alexis, on reste dans l'univers de cet événement qui a marqué l'année, qui est le Covid ou la Covid. Oui, alors avec le Covid, on a vu la folie administrative, la folie s'emparer de nous tous, et puis on a vu aussi un retour d'un discours sacrificiel extrêmement important. Et mon coup de gueule, c'est contre tous ces sacrifices qu'on demande de faire, des secteurs entiers, que ce soit la restauration, le spectacle vivant, la culture en général, et d'autres qui ne rouvriront pas ou qui vont avoir beaucoup de mal, malgré les aides de l'État, mais qui sont peu suffisantes. Et puis, sacrifice des plus jeunes aussi, de la jeune génération, sur l'autel de la dette. Là, on est en train de faire une dette monstrueuse pour dire que c'est pour soutenir l'économie. C'est formidable, c'est génial. La BCE va tout faire ce qu'il faut. Mais vous avez Villeroy de Galleux, le patron de la Banque de France, qui vient quand même nous expliquer que la dette, il faudra bien la rembourser. Et si possible, avec beaucoup de sang et beaucoup de sueur, parce que ça ne va pas se passer comme ça, les jeunes. Il va falloir que vous remboursiez. Donc, les jeunes qui, eux, vivent une année de merde, disons-le, ils sont coincés chez les parents. Moi, j'en ai un à la maison. Il fait ce qu'il peut. Il étudie en ligne. Et c'était sa rentrée à la fac. Il n'a pas eu de rentrée vraiment à la fac. Et tout est comme ça. Et alors, je veux bien, certains diront, ça va, les jeunes, ils vont se taire, c'est pas les tranchées de 14, on n'est pas en 39. Non, heureusement d'ailleurs, on a tout fait pour éviter ce genre de choses en Europe, mais ce qu'on leur demande aujourd'hui, ce qu'on nous demande, sous couvert de mesures sanitaires, est une folie de plus et surtout une folie sacrificielle. Et je crois que... ça a été partout pareil. Je veux bien... J'entends ce que vous dites, mais dans tous les pays du monde, ça a été ça, Oui, mais parce que dans les pays d'Europe, surtout, qui sont des pays vieillissants et où on a souhaité que les jeunes, finalement, arrêtent de vivre pour sauver les plus vieux. C'est louable, puisqu'on a des sociétés évoluées et qu'on ne met pas en danger la vie des plus âgés et des plus faibles. Tant mieux, heureusement. Mais encore une fois, il y a ce principe du bénéfice-risque et puis de qu'est-ce qu'on en fait. Quand on parle du nombre de cas de problèmes mentaux qui sortent de ces confinements, jeunes qui sont poussés dans la précarité, c'était la première fois pour eux où ils allaient
devant une banque alimentaire. C'était une honte personnelle, c'était difficile. Les petits boulots qu'ils n'ont plus, parce qu'on peut plus être livreur, on peut plus bosser dans la restauration, etc. Enfin, c'est une génération sacrifiée, non seulement à cause du confinement, mais par la suite, parce que ces jeunes-là vont pas rentrer dans l'emploi de manière facile. La crise qui s'annonce, elle est terrible, elle est phénoménale. Les autorités bancaires européennes parlent de 1700 milliards de dettes qui ne seront pas honorées en 2021, avec les faillites systémiques qui vont avec. Je ne sais pas comment, quel rebond peut voir Bruno Le Maire avec ses lunettes magiques, mais pour nous tous, déjà, qui sommes dans la société, mais pour les jeunes en particulier, vivre en permanence avec ce poids attention, si tu fais n'importe quoi, tu vas tuer papy mamie, attention, il faut bien remplir son attestation, il faut bien mettre son masque, il faut bien obéir tout le temps, il faut bien se faire filmer par un drone, etc. C'est lourd et je vois pas comment. Et il faut obéir à Villeroy de Galhau, Villeroy de Galhau qui est la quintessence de l'État profond. Et vous avez fait. Donc ça, c'est insupportable. Le gouverneur est très précis, le gouverneur de la Banque de France. Oui, ancien patron de la BNP Paribas. Qui a été d'ailleurs à l'époque où CTLM a été pris la main dans le sac pour escroquerie avec le problème des prêts revolving où on endettait les gens déjà endettés. Mais Alexis, vous avez fait un lapsus, ou alors c'est un pari que vous avez fait avec quelqu'un parce que vous l'avez appelé Villeroy de Galeux tout à l'heure. Donc j'ai vérifié sur mon ordi en me disant mais non. C'est Noël. Oui, Gallo, Villeroy de Gallo. Allez, appelons-le Monsieur Scrooge. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio pour passer l'année en revue. Nous sommes le 24 décembre. Vous devez nous écouter dans votre cuisine en train de préparer peut-être le réveillon à 6, masqué, avec papy et mamie à la cuisine. On vous rappelle tout ça. Avec Jérôme Ripoul, Virginie Leguet, Jean-Luc Benamias, Alexis Poulain et Régis de Castelnau. On en était au coup de gueule. Donc on a entendu les autorisations de déplacement, les sacrifices pour Alexis Bachelet, la bureaucratie obèse pour Jérôme Ripoul. Qu'est-ce que j'ai dit? Alexis Bachelet, pardon. Alexis Bachelet. Alexis Poulain. Pourtant, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, en plus, Alexis Bachelet. Il nous aime plus. Mais si, je l'ai eu l'autre jour, Valérie. J'étais pas là, mais j'étais malade. Voilà. Virginie, vous, c'est un coup de gueule qui concerne le documentaire Hold Up. Alors, ça ne va pas faire l'unanimité chez tous nos auditeurs, puisque un certain nombre ont beaucoup apprécié ce film qui a été jugé comme complotiste. Alors, vous, ça vous a agacé, Virginie? Ça fait plus que m'agacer. D'abord, ça a été présenté comme un documentaire, ça n'a rien d'un documentaire. C'est extrêmement long, ça dure 2h40. Ça a été fait par un ancien journaliste qui s'appelle Pierre Barnerias et qui a bénéficié de financement participatif. Donc, il y a des gens, et d'ailleurs, ce pseudo-documentaire a reçu un accueil tout à fait public, très favorable, mais moi, il m'a totalement exaspérée. C'est une suite d'affirmations mensongères, de montages de choses qui sont fausses à partir de choses qui sont vraies. Donc, il est assez difficile pour ceux qui le regardent de s'y repérer. Et au bout de 2h40, franchement, on assiste à des visions complotistes qui sont totalement sans queue ni tête. Et moi, je les dénonce totalement. Et elles sont d'ailleurs dénoncées régulièrement, une à une, dans un tas de publications qui ont eu lieu depuis. Ouais. Mais je reconnais avec désolation que ce film a reçu un succès fou et qu'il est suivi d'un autre maintenant qui s'appelle Les Maltraités et qui est exactement sur la même ligne. Et je regrette quand d'une période aussi sombre, aussi décourageante, aussi grave, il y ait des gens qui présentent des travaux pareils et surtout que ces travaux-là aient un tel succès, parce que je dis et je redis qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'élite malfaisante qui aurait instillé ce virus pour tuer les gens. Il n'y a pas eu d'euthanasie dans les EHPAD de la part des médecins. Enfin, s'il fallait énumérer toutes les contre-vérités qui ont été assénées durant ce film et toutes les personnalités qui ont participé, franchement, c'est absolument navrant. Quelqu'un veut répondre? Oui, Régis. Puisque moi, je suis dans le documentaire. Oui. Eh ben voilà, bravo, voilà, je suis dans le documentaire. Et donc, j'ai dit ce que je dis d'habitude. J'ai dit ce qui est la vérité. Alors après, il y a un certain nombre d'excités barrés qui ont dit des énormités, mais il y a un certain nombre de gens parfaitement, et j'espère que j'en fais partie, rationnels. Moi, j'ai dit que, première donnée, toute la gestion du Covid se fait dans une illégalité et une inconstitutionnalité totale. On a mis en place un état d'urgence sanitaire qui n'existe pas, premièrement. Deuxièmement, qu'il y a eu
tout un tas d'atteintes aux libertés. J'ai assisté à plusieurs recours devant le Conseil d'État qui a refusé. On est dans un système qui est liberticide, avec un effet d'aubaine. Qu'il ait fallu le faire, ok, je suis prêt à l'admettre, mais je parle de ce que j'ai dit. Bon, donc, il y a eu manifestement et incontestablement un effet d'aubaine, des dérives illibérales et liberticides, et il n'y a pas que moi qui le dis. Bon, moi, c'est ce que j'ai dit dans ce truc qui était effectivement beaucoup trop long et où quelques farfelus totalement ahuris sont venus dire des énormités. Je pense à Monique Pinson-Charlot, qui a dit Entre autres. un grand complot à tuer tous les ouvriers. Bon, toujours est-il que le problème qui se pose là, c'est que pourquoi ce succès? C'est ça qui devrait interpeller Virginie. 20 millions de vues. 20 millions. Je l'ai souligné, le succès. Quand vous avez Madame Sibène Diaye qui vient vous dire « Ah, le masque, il n'y en a pas besoin. » Ils sont mentis comme des arracheurs de dents pendant toute une période. Bien sûr. Tout ça, c'est vrai. La pénurie. Le problème, pour que ça ait un succès, c'est qu'il faut qu'il y ait un déficit de confiance énorme. Ça, c'est le premier. Mais c'est vrai. Deuxièmement, il y a la question de la liberté d'expression. Parce que, effectivement, on peut déplorer que les imbéciles aient le droit à la parole, mais qui décide? J'ai pas déploré ça du tout. J'ai pas parlé de. Elle n'a pas prononcé ce mot. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Régis. Absolument. Non, je l'ai noté. Sinon, c'est un hold-up. Exactement. Sinon, c'est une contre-vérité. Je pense qu'il faut justement s'interroger sur le déficit de confiance dont les autorités sur le pied. Vous dites on récolte ce qu'on a semé. Mais Jérôme, un petit tour rapidement de ce que vous avez pensé de ce... Il y a quand même aussi la complexité du réel. C'est-à-dire comprendre cette crise aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde, y compris pour les scientifiques. D'où vient le virus, comment il a été fabriqué, etc. Beaucoup de réponses qu'on n'a pas. Donc quand il y a de la complexité, la simplicité, effectivement, ça peut être facile à vendre. Et c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en clair, ce principe qui vous dit « Attendez, on vous cache quelque chose et on va vous expliquer la vérité », ça marche beaucoup, ça marche bien en temps de crise. Après, il faut dire que le documentaire, il est complètement délirant. Et je ne parle pas de ton intervention qui, effectivement, est tout à fait fondée, en l'occurrence, mais la fin où il y a une espèce de profileuse qui voit des visages, des photos et qui dit celui-là, oh là là, mais c'est absolument délirant. Et je crois que c'est une apothéose là aussi. Et on se dit, mais comment ce film a pu être filmé? Parce que tout n'est pas à jeter, c'est vrai. Jean-Luc, Alexis, Jean-Luc, vous l'avez vu? Il aurait été vraiment étonnant, dans une période aussi complexe, que ne sortent pas ce genre de téléfilm. Ou de film ou de documentaire. Vraiment étonnant. Parce qu'effectivement, Régis... Ne l'appelez pas documentaire, ne l'appelez pas documentaire. On a mis c'est pas loin quand même. Régis vient de le dire. Malheureusement, dans ce genre de téléfilm, il y a des choses vraies, et après on en tire des choses complètement stupides, irréelles. C'est exactement ça. C'est pas très nouveau, ça existe aussi pas mal, et de manière énorme aux États-Unis. Absolument. Beaucoup. Alexis Poulain. Ça en dit beaucoup sur l'époque, en réalité, parce qu'effectivement, dans des périodes de crise, toutes les théories les plus farfelues, on le vend en poupe. Les périodes de peste, de choléra, on accusait les communautés juives d'empoisonner les puits. Donc, c'est pas nouveau, ce genre de bouc émissaire facile, de complot des élites, de choses comme ça. Ce que ça dit, finalement, c'est que ce documentaire, il est très bien fait. Il trouve les moyens, il trouve un financement. Il est très bien fait de manière graphique. C'est-à-dire que la grammaire c'est des professionnels. On se laisse totalement avoir. C'est vraiment des professionnels, on voit. Et qu'il y a une partie qui est juste, qui est factuelle. Et puis petit à petit, on rentre dans le narratif conspirationniste où on dit oui, attention, ce vaccin, la 5G, machin, etc. Et on finit sur des délires effectivement assez incroyables. Mais il ne faut pas pour autant essayer de dire où est la vérité, même si c'est ce qu'on essaye de faire, et dire que là, c'est forcément très mal. Si les gens se font avoir, il y a une raison, c'est qu'ils cherchent quand même. C'est qu'on a affaire, en France et ailleurs, à une opinion publique qui est paumée parce que la parole publique, la parole officielle, celle des politiques, des journalistes, des sondeurs, elle n'a plus de valeur. Il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de ratés, il y a eu trop de choses qui fait qu'on cherche ailleurs. La parole officielle n'est pas parole de vérité, donc on cherche où est la vérité. Et on se fait souvent avoir dans la sphère conspi, parce qu'elle est bien faite, parce qu'elle sait tirer sur les ficelles de l'émotion, en particulier, et ça marche bien. Mais nous, journalistes, on a un vrai travail important à faire, justement, pour dire, moi, je ne sais pas où est la vérité. J'essaie juste de vous dire, il y a plusieurs vérités en ce moment, c'est les fake news, la réalité alternative de Trump. Depuis Trump, c'est devenu un modèle, un cas d'école, et aller trouver maintenant la vérité dans la somme de l'information qu'on a. Sachant que
même les États aujourd'hui utilisent la contre-information comme une arme dans la guerre de l'information. La France en fait partie. Elle vient de se faire prendre la main dans le sac avec des comptes gérés par l'armée française en Afrique, par Facebook. Donc, c'est vous dire que le mal est profond, parce qu'il est un outil maintenant. L'information est une arme, on le savait, mais c'est une arme utilisée par les États. Et donc, ce qu'on appelle massive. Et ce qu'on appelle l'asperconspi, finalement, c'est des citoyens qui essayent de s'informer autrement, qui ne font pas confiance aux médias, qui ne font pas confiance aux politiques, qui ne font pas confiance ce qu'on appelle aux médias de confiance, ou enfin à cette sphère qu'on connaît. On va s'abreuver, on n'a pas l'impression qu'elle existe. Et donc, ils vont chercher ailleurs. Et rajouter à cela, par exemple, l'AFP, qui prend une photo de ce policier visé par un cocktail Molotov, on a l'impression qu'il est en feu, et en fait, c'est l'angle qui donne cette impression. Et ils sont obligés de revenir sur la photo en disant, même les agences ont du mal. L'affaire du les erreurs ne sont pas forcément des complots non plus. Voilà. Là, c'était une visible. Il y en a de plus en plus. Non, mais ce qui est vrai, c'est que nous, journalistes, ce qui est vrai, c'est si on doit chacun prendre notre part, c'est que nous, journalistes, par exemple, nous n'avons pas forcément suffisamment contribué à établir un débat simple, clair, cohérent, et que par la multiplicité, la contradiction de toutes les prises de position, mais c'est valable pour tout le monde. Absolument. Je pense que pour les Français, il est devenu extrêmement difficile de savoir qui croire, quoi croire, et à qui accorder sa confiance. D'où le succès du documentaire. Exactement. On se retrouve dans un tout petit instant, et Régis, vous aurez votre coup de gueule de l'année qui nous fait sortir un peu du Covid. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio, nous sommes le 24 décembre, une petite rétrospective de ce qui s'est passé cette année, de ce qui a retenu votre attention, celle de nos débatteurs. Aujourd'hui, Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence, coprésident d'Opinion Valley, Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match, Jean-Luc Benamias, membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve le mardi matin sur Sud Radio pour l'édito politique, et Régis de Castelnau, membre de la rédaction de Front Populaire. Vous êtes avocat et vous avez un blog qui s'intitule Vue du droit, et ça ne nous étonnera peut-être pas que votre coup de gueule porte sur une affaire judiciaire. Oui, d'abord parce que je me suis un peu fouillé la tête pour essayer de trouver quelque chose qui soit pas directement rattachable à la gestion du Covid, et Dieu sait si j'avais des envies. Mais c'est relativement récent, c'est la façon dont les médias, essentiellement télévisés d'ailleurs, la presse écrite c'était un peu plus décalé, ont traité l'affaire Daval. C'est-à-dire que moi je suis très attaché au déroulement des procédures, aux audiences, à l'élaboration de la vérité judiciaire, parce que bon, effectivement, c'est la violence légitime, ce sont les juges qui en disposent, et le procès s'est passé dans les médias, il s'est passé dans la rue avec les interviews, c'était n'importe quoi. En parallèle de la tenue de l'audience, on avait quasiment, même pas un feuilleton, on avait une série, comme on dit aujourd'hui. Mais alimentée par la famille elle-même. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout à fait, Valérie. Tout à fait. Mais absolument, je comprends pas que les magistrats aient laissé faire, excusez-moi. Moi, j'ai pas eu ces habitudes-là. Vous avez raison. Mais les avocats venaient. Et avec le Randolph, là, l'avocat de ce pauvre Daval, etc., c'était un peu n'importe quoi. Et je rappelle quand même qu'aux États-Unis, quand il y a un jury, on l'enferme. Pas le droit d'avoir les journaux, la télé, etc., jusqu'à ce qu'ils aient délibéré, pris leur décision. Là, les gens, ils rentraient chez eux. Les membres du jury, ils avaient la télévision, ils avaient les enfants, les époux qui avaient vu tout ça, etc. J'ai trouvé ça assez déshonorant pour une société qui évoluait et civilisait sur ces questions de justice, et j'ai détesté ça. Je suis d'accord avec vous. Il y avait cet appétit populiste comme ça. Ça a feuilletonné, mais alimenté grandement par la famille Daval. Totalement, mais absolument. Pas tous en même temps. Et les avocats, ça fait réagir tout le monde. Et la mère de Jonathan, c'est beaucoup. La mère, d'Alexia Daval, c'est énormément exprimé. Moi, ça m'a mis incroyablement mal à l'aise.
Moi-même, j'ai des enfants, et la façon dont elle s'est mise en scène, dont elle prenait visiblement un grand plaisir à parler, dont elle se préparait dans sa toilette, dans sa façon d'être. Non, mais ça m'a mis terriblement mal à l'aise. Mais Virginie, je pense qu'il y a eu une catharsis familiale. Il y a une catharsis familiale là-dedans. C'est très clair que cette famille a réglé quelque chose par le biais de avec la complicité quand même de certains médias. Hein. Il y a quand même eu un reportage complet sur une chaîne. Et d'autre part, Régis, il faut quand même mettre la pierre dans le jardin. Il y a peut-être un des avocats d'Alexis Daval qui a un peu aussi tiré la couverture médiatique à lui et qui en a un peu profité. N'importe quoi. Enfin, il a fait n'importe quoi. D'accord, oui, d'accord. Moi, je vous approuve. N'importe quoi. Il a, au début de l'affaire, il est venu avouer devant les caméras pour son client Bon, j'ai trouvé ça très choquant. Alors, je pense que c'est difficile quand on est avocat à ce niveau et quand il y a une pression médiatique extrêmement forte de ne pas non plus rentrer dans le jeu. Mais enfin là, on a vu des choses qui étaient tout à fait inhabituelles et j'approuve ce coup de gueule qui est salutaire. Jean-Luc, Alexis. Même chose que Virginie. Je ne regardais pas tout, mais malaise total de la façon dont la famille parlait de tout ça. Et alors, évidemment, sans être complotiste, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça réellement? On ne sait pas. On sait que les criminels, on le connaît très bien. Mais derrière tout ça, alors là, ça va faire un téléfilm, vous en faites pas. Mais c'est le traitement... Alors oui, ça c'est autre chose. C'est encore autre chose, mais là, c'est le traitement judiciaire. La façon dont les médias ont feuilletonné, on a bien compris. Oui. Mais là-dessus... Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait de méprise. Non, mais on a compris. J'adore les faits divers. J'adore ça. Il y a des émissions qui viennent après. Faites entrer l'accusé, c'est en général très bien fait. Je les regarde. Le professionnel que je suis trouve son compte, c'est vous dire. Mais c'est après. C'est comme il y a eu une série de plusieurs épisodes sur l'affaire Grégory. C'était passionnant. Mais après, pendant que la justice fait son boulot, elle n'est pas là pour faire le deuil. Elle n'est pas là pour faire reconnaître la victime. Elle est là pour qualifier les faits et punir. Alors Alexis Poulain. C'est pas neuf parce que tu parles de l'affaire Grégory, mais justement, à l'époque de l'affaire Grégory, il faut voir comment le juge se mettait en scène, comment par image a feuilletonné l'affaire, c'est pas neuf. Sauf que là, il y a les chaînes d'infos, il n'y avait pas les chaînes d'infos continues. On n'a pas les mêmes moyens, mais on a la même appétence, on a la même envie, il y a le même côté morbide, où quand il y a un fait divers de cette façon-là qui touche, encore une fois, aux émotions, on y va, il y a un côté charognard mais Alexis, qui n'est pas remis en cause. Alexis a raison, c'est dans toutes ces affaires, l'affaire Grégory, l'affaire du pont de Ligonnès, il y a une histoire de huis clos familial. Et derrière tout ça, finalement, il y a une fascination. Ce qui nous fascine, c'est ça. C'est ce côté, qu'est-ce qui s'est passé dans le huis clos familial. Alors, le drame, c'est que ça se voit effectivement et ça s'étale à l'extérieur parce que là, pour le coup. Oui, mais dans l'affaire Grégory, toute la partie judiciaire n'est. Alors, le juge a été débile, paix à son âme, le pauvre. Mais ça ne se passait pas comme ça en temps réel pendant l'audience. Mais il n'y avait pas les mêmes moyens médiatiques qu'il y a aujourd'hui. Et les responsables des chaînes d'infos disaient qu'il suffisait qu'ils mettent en bande-annonce le nom de Jonathan Daval ou le procès. Pour que ça fasse monter l'audience. Pour que l'audience monte. Donc, il y a un rapport d'offre et de demande aussi qui a été très clair dans cette affaire. Alors, moi, je vais vous donner mon coup de cœur et mon coup de gueule de l'année. Mon coup de cœur, c'est pour le procès Charlie. C'est-à-dire que je trouve bien que ce procès ait eu lieu, qu'on ait pu revenir, je pense, pour les familles, même si le verdict, je crois que globalement, les familles étaient plutôt satisfaites du verdict et que c'était important de rappeler ce qu'était Charlie Hebdo et de rappeler tout ce qui s'est passé. Et puis, mon coup de gueule, c'est un peu pour la loi sur le séparatisme qui visiblement a beaucoup de mal à se mettre en place, où on sent qu'il y a quand même beaucoup de précautions qui sont prises et que je ne sais pas si cette loi ira très loin. Et puis, coup de gueule sur les propos de Jean Castex la semaine dernière à propos du projet de loi qu'a déposé Aurore Berger sur le voilement des petites filles, où il a répondu que c'était pas la question et que l'islamisme politique était la question. Ce à quoi la journaliste Sonia Mabrouk lui a dit que l'islamisme était toujours politique. Donc si vous dites qu'on était obligé de préciser ça au Premier ministre, c'est qu'on est mal barré sur cette loi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une violence faite aux enfants. Oui, mais cette loi est rentrée dans une complexité absolue depuis qu'elle ne s'appelle plus sur le séparatisme, mais sur les valeurs républicaines. Et donc, ça change absolument tout en termes juridiques. Je ne suis pas un grand spécialiste, Régis l'est évidemment beaucoup plus que moi, mais oui, sans doute. Non. Mais
clairement, le fait de dire que maintenant, une loi va indiquer quelles sont les valeurs républicaines, on tombe dans une complexité extrême. Ouais, c'est pour ça que d'autant que cette équipe, que cet exécutif, franchement, alors moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que les questions régaliennes, ils s'y intéressent pas, ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas en parler. Emmanuel Macron a mis des mois et des mois avant de prononcer enfin un discours sur le séparatisme. Il a changé de vocabulaire plusieurs fois. On a l'impression qu'il s'est dit, ah là là, c'est la corvée, il faut que j'y aille. Mais très finalement, étonnant, je ne sais pas quoi en penser. Et oui, quand on ne sait pas quoi en penser, le texte de loi lui-même ne sait pas quoi cadrer. Et du coup, les Français Alexis, à un moment, toutes ces lois opportunistes qui sont là uniquement pour faire de la communication politique, pour faire croire que le politique prend en charge des sujets profonds de société, il faut arrêter. La France, on est professionnel de ça. Et là, on arrive dans du grand art, avec Marlène Schiappa qui parle maintenant des prodiges de la République. Ils ne savent plus quoi faire, en fait, pour inventer des trucs qui ne servent à rien, sans jamais lutter sur les causes profondes du malaise. Qu'est-ce qui fait que les valeurs de la République sont attaquées ? C'est l'éducation qui va mal, c'est des quartiers qui font séparatisme, c'est des familles entières qui éduquent à l'envers des valeurs que sont celles de tolérance, d'ouverture, de liberté, égalité, fraternité. Mais surtout ne rien faire qui irait dans ce sens-là. Faisons une loi dont on va parler pendant des mois et qui ne sert absolument à rien. Vous êtes d'accord avec mon coup de gueule ? Donc, oui, bien sûr. Jean-Luc, oui. Non, je dis oui. D'accord. Je viens d'en parler, c'est bon, je suis d'accord avec toi. Oui, non, je suis assez étonné, effectivement, pourquoi parler de valeurs républicaines, alors que finalement, ce qu'on connaît, c'est les règles républicaines, c'est-à-dire l'égalité, la capacité à aller à l'école, etc. Et si l'islamisme s'est développé, c'est aussi sur les ruines de ces valeurs républicaines, ces règles qu'on n'appliquait plus à l'école, dans le travail, etc., où on a vu des gens qui ont été stigmatisés et qui n'ont plus la possibilité de pouvoir s'éduquer et arriver à des postes et à des fonctions dans la société. Et ça, c'est grave. Donc, je pense qu'effectivement, le coup de gueule est tout à fait justifié et je vois pas très bien pourquoi on va faire une nouvelle loi qui va remplir les placards des bibliothèques des constitutionnalistes. Un dernier mot, Valérie. Et le masque de l'impuissance administrative. Il va remplir toutes vos bibliothèques, les garçons. Jean-Luc. Je me suis repenché, comme sans doute beaucoup d'autres, sur la loi de 1905. Je trouve qu'elle est excellente. Elle est très, très bien. Très bien écrite, oui. Mais il y a peut-être des petits aménagements à faire quand même. Il y a peut-être pas sur la loi forcément, mais il y a peut-être quand même des choses qui ont évolué depuis 1905. Mais oui, Valérie, mais le Code civil de 1804 est un chef-d'œuvre de la littérature française. Je suis désolé d'intelligence et de concision. La loi de 1881 sur la presse, la loi de 1905, il faut voir comment les législateurs travaillaient. C'est exceptionnel, franchement. Et on salope tout ça. Je trouve que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et l'inflation, pour reprendre ce que disait Alexis, l'inflation normative, cette espèce de logorée juridique permanente et le masque de l'impuissance politique. Alors, on a des lois qui portent des noms, c'est formidable, c'est la loi Schiappa, c'est la loi machin, c'est la loi truc, et hélas, ça ne sert qu'à masquer son impuissance. C'est bien plus que de l'impuissance, c'est de la démission, parce que quand on voit ce qui s'est passé pour Samuel Paty avant, quand on voit la chronologie des événements avant qu'il ne soit assassiné, j'allais dire décapité, pour bien dire les choses, on s'aperçoit qu'il a été lâché par le système éducatif, lâché par d'autres enseignants de son établissement scolaire, lâché par la directrice de son établissement, et que c'est peut-être ça qu'il faudrait réarmer dans un premier temps, faire comprendre à chacun comment à chaque niveau de la société, avec les petites lâchetés, la laïcité, et en arrêter avec toutes ces compromissions qui consistent à dire oui, il a eu tort, il a bien fait, et puis chacun se cache et se planque. Toutes les petites lâchetés. Sur la 1905, Valérie. Il y a un excellent téléfilm, je viens de retrouver le titre, qui s'appelle La Séparation, qui est sorti en 2005 et qu'on peut retrouver, qui est le verbatim complet. Alors, il n'y a que des mecs, on s'excuse, c'est l'Assemblée nationale de l'époque. Mais, tiens. Le verbatim complet des débats à l'Assemblée nationale. Ils sont fabuleux. De très haut niveau. Très haut niveau. Merci. Alors, on se retrouve dans un tout petit instant avec vos personnalités de l'année. En coup de cœur ou en coup de gueule, parce que vous en avez déjà donné un peu en coup de cœur, donc on va continuer, alors que Noël, c'est la bienveillance, la réconciliation. Nous, on est un peu énervés ce matin. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Débat. Avec vous sur Sud Radio, ce 24 décembre, nous sommes là avec vous pour vous accompagner avec Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence, coprésident d'Opinion Valley, Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match, Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental, Alexis Poulain, vous êtes journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne, Régis de Castelnau, avocat, votre blog c'est Vue du droit, vous êtes avocat et membre de la rédaction de Front Populaire. Alors, vos personnalités de l'année, vous en avez donné certaines dans vos coups de cœur de l'année, mais il y a des coups de cœur et des coups de gueule. Tiens, moi, je vais commencer puisque je vais être dans la même veine que tout à l'heure avec le procès Charlie. Je voulais rendre hommage à Richard Malka, qui pour moi est une personnalité. Magnifique plaidoirie. Oui, magnifique plaidoirie au procès Charlie. Et je trouve que c'est un homme d'honneur, un homme qui a du courage, qui vit sous protection policière depuis plus de 5 ans. Et qui n'a jamais rien lâché, qui dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les pense. Je pense que c'est un homme de grande valeur, de grand courage. Et voilà, pour moi, c'était la personnalité de l'année. Voilà. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Valérie ? Allez-y, Régis. Parmi toutes ces qualités, il en a une que personne ne connaît. C'est un grand, comme moi, amateur de bande dessinée et il est scénariste de bande dessinée. Absolument. Et il a fait tout un tas d'albums exceptionnels. J'en ai longuement parlé avec lui, j'en avais critiqué un. Il a ce talent-là et je trouve ça assez formidable. Alors, un coup de cœur pour Alexis Poulain, qui sera un coup de gueule pour Virginie Leguet. Oui, alors, c'est la personnalité positive, la personnalité coup de cœur de l'année, mais qui peut effectivement faire coup de gueule, et c'est pour ça que j'aime bien, c'est Didier Raoult. Pour moi, parce qu'il est sorti de nulle part, effectivement. Alors, il n'est pas sorti de nulle part, c'est un grand scientifique, reconnu par ses pairs, connu dans le monde entier pour ses recherches en épidémiologie, mais effectivement, il a été le premier à dire « Oh là là, ce virus, c'est rien, on s'en fout, ça va vite passer. Ah, puis, ah non, mais bon, c'est un truc, mais moi j'ai un truc, c'est la chloroquine, vous allez voir, c'est super. Après, vous, ça marche pas, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça marche quand même. » Mais il a eu un impact positif, je crois, à la fois sur la façon dont il a montré au grand jour comment la science n'était pas un bloc, comment les scientifiques, les chercheurs n'étaient pas d'accord entre eux, comment elle était éminemment politique aussi, cette médecine, cette science, en France, avec la rivalité entre l'Institut universitaire de Marseille, les gens de Paris. On se rend compte que finalement, il y a des histoires de gros sous sur les subventions régionales, nationales, sur la façon dont on s'organise au niveau local, sur les moyens qui sont donnés, et sur la recherche, tout simplement. On a le droit de ne pas être d'accord et de dire on peut essayer autre chose. Et puis, il disait un truc simple, Didier Raoult, c'est moi, je veux bien, c'est bien d'essayer des trucs, mais là, on est dans l'urgence. Alors, il y a un truc qui existe depuis 50 ans, ça marche peut-être pas. J'ai essayé des trucs, bon, visiblement, ça marche, oui. Allons-y, on risque pas grand-chose. Seulement des morts, mais oui, seulement quelques morts, mais des morts de plus, de moins. Le vaccin a fait des morts aussi dans les tests. Il y a eu 5 morts du vaccin Pfizer qui ont fait la phase de test. Mais tout était vraiment sur un dévoilement de la science comme une matière comme les autres, très politique, très conflictuelle, et finalement, vous trouvez ça bien parce que c'est pas positif. Est-ce que c'est positif? Alors l'autre truc positif, c'est son côté grande gueule, gaulois, où on s'est demandé pendant des semaines si c'était pas Patrick Sébastien qui se déguisait. Oui, mais moi ça me fait pas marrer du tout. Enfin, ça me fait pas marrer du tout. Oui, mais moi ça me fait pas marrer. On parle de science, mais on fait pas. Ça m'a consterné, moi, qu'un type de sa catégorie, de son envergure, puisse affirmer avec des études qui n'étaient pas faites selon les règles de l'art. Rappelons-nous bien du début. Il a présenté 2 études qui ne comportaient pas de groupe aveugle. Et il a affirmé... Il faisait de la médecine, il ne faisait pas de la science, il l'a dit. À ce moment-là, il faisait de la médecine. Ouais. Bon, alors, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas fanat. Je termine. Il fait ce qu'il veut, mais il ne se prétend pas à ce moment-là de s'exprimer au nom d'une rigueur scientifique. Il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il était médecin. Il a dit « je suis médecin et je soigne ». De temps en temps, il a dit quand même... Pas tous en même temps. Ouais, il a quand même
quand même dit souvent la vérité, elle est là. C'est les autres sont pas oui. sérieux. Il avait un côté binaire. Moi, je pense qu'il y a deux choses dans la façon dont Alexis a présenté le coup de cœur est intéressant parce que c'est plus un révélateur qu'un coup de cœur. Oui. Donc, voilà. Vers à moitié plein ou à voilà. moitié vide. Mais le deuxième point qui, je pense, est problématique dans la personnalité de Raoult, c'est son côté luciole. Il adore les lumières des caméras. Mais oui. Il adore se montrer. Il est provocateur et il déconstruit un petit peu son image de scientifique sérieux. C'est ça qui est dommage parce que franchement, je pense que le gars vaut mieux que ce qu'il donne à voir à la télé. Si vous voulez vous amuser ce soir, Alexis Poulain, parlez du professeur Raoult en famille. Oui, regardez, vous avez des salles forains, vous savez, c'est Pitié, surtout ne pas en parler. Ah, ils en ont parlé. Ils en ont parlé. Non, mais c'est vrai. Un des sujets ce soir autour des, si vous n'êtes que 6 à table, c'est le professeur Raoult. Vous allez me dire. Absolument, mais non, mais j'entends ce que vous dites, Alexis. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand vous dites, ouais, il est sympa, il est rigolo. On croit que c'est Patrick Sébastien, mais c'est un professeur, c'est un professeur de médecine. On lui demande pas de faire le cirque. J'ai dit qu'il avait un personnage qui est important dans le panthéon français, le sceptique. Mais non, le mec qui est anti-establishment, qui arrive. Mais alors, il est misogyne, il est grande gueule, il est ce que tu veux. Prétentieux. Il a beaucoup de défauts. Mégalomane. Mais pourquoi n'a-t-il jamais accepté de débattre face à des médecins? C'est une des questions que je me pose. En face, on avait Sibeth Ndiaye. Je suis désolé. En face, on avait une calamité quotidienne. Et quelle misogynie. Des aveugles, les borgnes sont rois, je sais, mais quand même. Voilà, c'est notre. Agnès Buzyn. Non, mais voilà. Je vous rappelle juste. Oui, Jean-Luc Benamias, qui est de Marseille. Je me tais parce que j'habite Marseille et que je tiens à y rester. Oui. Donc vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu, et c'est la première fois que vous entendez parler de lui. Ce que j'ai perçu directement, c'est qu'il y avait un phénomène OM très clair. Il y avait un phénomène c'est ça. face à Paris. Que Éric Raoult a joué, pas Éric d'ailleurs, par son. Didier Raoult. Il l'a joué à merveille. C'est ce côté. Et donc sur Marseille, il est. Alors, je sais pas, je n'ai pas fait de test, mais de sondage. Mais très populaire, oui. Il y a eu des santons, des bougies, des t-shirts, des murs. Exactement. C'est l'irrédentisme marseillais, c'est vrai. Absolument. Donc on voit. Il est important au Panthéon français, donc c'est pour ça que moi je l'aime. Non, il n'est pas du tout important au Panthéon français. Il est peut-être important à votre Panthéon, mais pas au Panthéon français. Dieu merci, il a été catastrophique. Les gens ne croient plus maintenant au sérieux du monde scientifique avec lui. Non, ils ont compris que le monde scientifique était un monde comme les autres. C'est grave. Mais c'est un peu contredit, c'est vrai. Il a dit une chose et son contraire pendant des mois. On va essayer de garder quelques auditeurs et auditrices marseillaises. On va garder des auditrices et puis des auditeurs, pas que marseillais, parce que beaucoup de nos auditeurs soutiennent, et en ce moment même ne sont pas contents, soutiennent le professeur Raoult, contre qui je n'ai rien non plus, si ce n'est qu'il a amené une certaine confusion dans le discours médical, et que je pense quand même que, vous savez, c'est Bruno Mazur qui disait la télé rend fou. Je pense que la télé a rendu fou les médecins aussi. Quand on voit ce défilé de... Il y en a vraiment, je me demande s'ils ont un boulot. Il y a un épidémiologiste en particulier. Il est sur toutes les télés. Taxi toute la journée d'une chaîne à l'autre. Absolument. Régis, votre coup de gueule. Alors, pour Assa Traoré. Traoré. Coup de cœur après, mais ce sera rapide pour mon coup de cœur. Assa Traoré, mon coup de gueule, c'est la personnalité qu'on a au moment de l'affaire George Floyd aux États-Unis, qui est un pays, je crois, différent de la France. On a essayé de nous vendre une espèce d'accusation de racisme policier systémique, etc. Et on a fait de la représentante d'une fratrie délinquante, je veux dire l'expression du martyr du racisme. C'était totalement faux. Et dans un premier temps, le pouvoir s'est couché. Belloubet a proposé, en violation naturellement des règles de procédure, de les recevoir. Castaner voulait que les policiers se mettent à genoux dans la cour de la préfecture. Heureusement, ça n'a pas pris, mais sur le coup, j'ai été profondément choqué par la façon dont ça a été instrumentalisé. Le Zecler, le producteur de musique, il a été incontestablement, semble-t-il, parce que j'ai vu les vidéos comme tout le monde, et je pense que les décisions judiciaires n'ont pas été prises n'importe comment, il a été victime de violences inadmissibles. En ce qui concerne... les policiers eux-mêmes l'ont reconnu, qu'ils avaient été trop loin. En ce qui concerne Traoré, ça n'est absolument pas établi, mais surtout, on vous a présenté, ses frères sont en prison pour viol, pour comment dire, agression, menace de mort, etc. Et on dit ce sont des prisonniers politiques. Et hélas,
hélas, vous avez une partie de la gauche politique qui a accepté ce discours. On a parlé de la candidature d'Assa Traoré aux élections régionales, je crois. Et puis, la cerise sur le gâteau. Ouais, la une de Première Time. page, couverture de Time. Enfin, pas la une, mais. Pour une imposture. Ouais. Moi, ça me choque. Mais bon, en même temps, je pense que ça n'a pas pris chez nous. Hein, ça n'a pas pris. Ça me choque. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde brandit, fait des montages avec la fameuse fourchette utilisée par son frère. Oui. Et ça a été établi judiciairement, ça, utilisé par son frère pour violer son co-détenu, etc., etc. Oui, mais c'est vrai que, en tout cas, aux États-Unis, ça a été assez étonnant qu'elle fasse partie des gardiennes de la liberté. On aurait préféré peut-être Samuel Paty, par exemple. Ça aurait été peut-être un petit peu plus. On n'est pas pareil qu'eux. Un coup de cœur, Jean-Luc. Pardon. Non, je parlais à Régis qui avait dit qu'il avait un coup de cœur rapide. Très rapide. Bon, l'élection présidentielle américaine est un formidable foutoir dont on parle assez peu ici. Je pense que Biden sera finalement confirmé, mais ça a été pour moi l'occasion. Il est confirmé par les grands électeurs. Il a été confirmé par les grands électeurs. Oui, votre personnalité. La Constitution dit qu'ensuite, il faut que ce soit certifié par le Parlement. C'est Pence qui va ouvrir et tout. Je m'amuse comme un petit fou. Hein, surtout que de part et d'autre, on dit très souvent n'importe quoi. Alors là, le complotisme, ça y va. Hein. Les Russes d'un côté, les Chinois d'autre, c'est magnifique. Et il y a une procédure qui a été entamée où Trump va gracier Assange. Assange, vous savez, c'est le gars qui était enfermé dans l'ambassade, c'est les Wikileaks, etc., etc. Hein, et à la surprise générale, parce que s'il est extradé aux États-Unis, il va terminer dans un mouroir, prison, etc. Et il serait question que Trump lui-même, qui est en train de faire procéder à des exécutions en refusant sa grâce à des condamnés, Trump lui-même le gracierait. Hein, ce serait pour Assange, pour moi, je pense que ce serait une très bonne nouvelle. Tu crois qu'Assange a encore des révélations sur Trump? Pourquoi est-ce que Trump a craint d'Assange ou... Non, parce qu'en fait, je pense que Wikileaks a beaucoup produit et aurait encore sous la chaussure des choses concernant Hillary Clinton. Je crois que c'est possible. Jérôme, je ne veux pas vous priver de votre coup de gueule qu'on vous a promis depuis le début de l'émission. Mais alors, c'était quoi mon coup de gueule? C'était contre Jérôme Salomon. Ma personnalité. Oui, c'est ça. C'est moi qui me mélange aussi. Votre personnalité. Alors moi, c'est Jérôme Salomon parce qu'effectivement, il illustre. Il a été épinglé par. Votre coup de gueule. Votre personnalité que vous n'avez pas aimée. Par un rapport du Sénat qui a démontré qu'il avait contribué à changer les conclusions d'un rapport qui avait été fait par un médecin du CHU de Grenoble, je crois. Et ça, je trouve ça très très grave. C'est-à-dire qu'en clair, c'est le directeur général de la santé. Il se permet d'influer sur un rapport qui doit être impartial. Il reste en place et c'est quand même lui qui va être responsable du déficit de masques en France au début de l'épidémie. Et ce qui va nous coûter quand même plus de 400 millions d'euros supplémentaires, parce que entre les 50 millions d'euros qu'auraient coûté les masques s'ils avaient été achetés à temps et les 450 qu'ils ont coûté, il y a 400 millions d'euros. Donc c'est vraiment l'irresponsabilisation. Et les morts. Et les morts, effectivement, parce que l'épidémie s'est propagée plus facilement sans les masques. Donc, je précise que le rapport en question concernait le fait que la réserve stratégique des masques est petit à petit fondue au point de quasiment disparaître à la suite d'un certain nombre de discussions, de décisions, dont celle de Jérôme Salomon à l'époque dans les fonctions qu'il occupait. On a fait disparaître les pays où ils démissionnent pas. C'est inouï. Il ne peut pas démissionner, ce type n'a aucun honneur, et son président non plus. Ou Régis, où on ne les fait pas démissionner, parce que c'est un peu le problème, oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, c'est terminé, Jean-Luc. L'année prochaine, vous nous reparlerez de Castaner. Vous nous parlerez de Castaner, Darmanin et Schiappa. Peut-être. Qui était votre coup de gueule. On comprend un peu l'idée de ce qui vous animait. Malheureusement. Darmanin et Schiappa étaient mélangés aussi, Valérie. Oui, Darmanin. Quel hybride. Voilà, c'était. Voilà. On y reviendra. Très bon réveillon à vous, soyez prudents, sortez masqués avec votre autorisation, et très joyeux Noël à tous. On souhaite un très ne parlez pas de Didier Raoult. Si vous êtes 6, ça va être drôle, effectivement. Nous, on sera 7, je m'excuse, on sera 7 à table, pardon. Pourquoi?
Et pourquoi ça? Parce que j'ai pas réussi à supprimer la 7e. Ah bah c'est très moche. Très moche. Sur le balcon, Jean-Luc. Dans la cuisine, si c'est papier mamie. Une cuisine avec un morceau de bûche. Très bon réveillon à vous, très bon Noël aux auditeurs de Sud Radio également. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve demain avec d'autres débats, d'autres débatteurs. Merci à vous.